On va passer à la question des tabulations. Donc il ne s'agit pas de faire des tableaux, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu des tableaux simples. On utilise simplement les tabulations. Donc si ici je me mets en affichage normal et j'ai demandé bien sûr dans le bas de la palette, dans le bas du menu texte, j'ai demandé d'afficher les caractères masqués. Donc je vois les balises et on voit qu'il y a des tabulations. Et donc vous voyez l'idée. Ici je n'ai que 2 lignes d'entrée sur les chiens et les chats, mais j'aurais pu faire tous les animaux. Et c'est ce qu'on va faire. On va obtenir ce résultat-là. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est qu'on a l'entête qui est centrée par rapport aux différentes entrées, chaque fois. Et en plus ici, on a les chiffres qui s'alignent sur la virgule. Vous voyez qu'on a un nombre à 4 chiffres au-dessus et à 3 chiffres en dessous, et malgré tout, l'alignement se fait sur la virgule. Et ça, c'est intéressant. Quand on veut comparer les prix, c'est aligné sur la virgule. Eh bien, on va faire ça. Donc, on va démarrer d'un nouveau document, ce ne sera pas plus mal. Celui avec les Picasso. Voilà, on va faire un bloc texte. Ok, alors on va taper les différentes entrées avec une tabulation à la suite. Alors la tabulation, je ne la vois pas parce qu'il faut que j'aille demander texte afficher des caractères masqués. Et il faut que je sois en affichage normal, évidemment. Donc je vais commencer par espèce. Je vais faire sur les fleurs pour changer. Donc ça va être couleur. Vous mettez ce que vous voulez si vous voulez mettre autre chose. Tabulation. Je vais mettre nombre. Puis je vais mettre prix. Prix, on a dit. Voilà. Ok. Donc il y a une tabulation entre espèce et couleur? Oui, il y a une tabulation entre espace et couleur. Donc j'enfonce la touche retour chariot. J'ai créé une balise de fin de paragraphe. Et là, je vais indiquer les différents types de fleurs. Chaque fois que la tabulation. Et alors le prix. Voilà. Ah oui, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, les glyphes, vous devez insérer un signe euro. Vous ne savez pas quoi taper sur le clavier. Texte, glyphe. Et vous allez tomber sur le signe euro quelque part. Certainement... Ah, il y a les dollars qui sont là au-dessus, mais les euros n'y sont pas. Pour la petite histoire, quand l'euro est apparu en 2000, c'était toute une histoire. Tout le monde était en train de chercher comment arriver à insérer des caractères euro parce que c'était pas prévu dans les polices de caractères. Je suis quand même ennuyé là parce que je n'arrive pas à voir où ils ont mis le signe euro. Mais une fois que je l'aurai utilisé une fois, il va apparaître là dans les récemment utilisés. C'est dans le champ de recherche. Dans le champ de recherche, oui, je vais peut-être taper euro. On va voir. Ah ben oui, bien vu. Vous voyez, c'est vous qui commencez à m'apprendre InDesign. Sur le clavier. Tu l'as sur le clavier, l'euro? Mhm. Ah oui? Option et puis le signe de l'art. Ah, option dollar, c'est l'euro. Ah oui, il est là, en effet. En effet. Ben, tout évolue. Hein. Donc voilà. J'ai juste un petit souci moi quand je fais table. Alors, si quand tu fais tabulation, il te met à la ligne, c'est peut-être que c'est trop grand, les caractères. Il faut peut-être... ou le bloc est trop petit. Moi, le bloc, je l'ai fait sur toute la largeur et les caractères sont quand même assez petits. Ici c'est du 12 et c'est sur toute la largeur. Donc c'est certainement parce que tu as récupéré des tabulations qui ont été faites, des valeurs de tabulation qui ont été faites précédemment par d'autres personnes. Donc la solution,
Et là, de toute façon, tout le monde peut le faire parce que c'est l'étape suivante. Vous avez le bloc qui est sélectionné. Vous allez dans le menu texte, tabulation. Vous avez la palette tabulation qui arrive et elle est calée sur le dessus du bloc. Si vous la déplacez, voire même redimensionnez, il est possible de la remettre au-dessus du bloc qui est sélectionné grâce au petit aimant ici. Oui, ça représente un aimant. Et alors, pour régler le problème, ce que j'ai fait chez toi, c'est que j'ai inséré une tabulation et ça a réglé le problème. Donc les autres peuvent insérer des tabulations. Alors, tabulation qu'on va insérer, ça va être une tabulation de ce type-là. Donc j'ai cliqué à cet endroit-là, j'ai une tabulation là qui est sélectionnée. Si je la prends et que je la sors, elle disparaît. Hein. Mais là, je vais la remettre. Et la tabulation va être de ce type-là, centrage. Donc quand elle est sélectionnée, il faut centrer. Et on va en mettre d'autres. J'ai pas la petite flèche. Donc vous devez cliquer pour la mettre. Voilà. Et puis quand c'est mis, vous les déplacez. Donc je vous rappelle qu'on a cliqué pour les mettre, mais qu'en plus on a été décidé que c'était des tabulations de centrage. Et voilà. Et on bouge et c'est centré. Sauf la première parce que devant le texte de la première, je devrais mettre une tabulation. Donc je mets le curseur et touche tabulation. Voilà, touche tabulation. Voilà. Puis, en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, je positionne la première colonne par rapport à la deuxième. Waouh, ça a bougé. Annuler. Voilà. Et je repositionne. Voilà. Et comme vous le voyez, les tabulations ont leur valeur X indiquée là. Donc si on voulait faire des espacements bien précis, il faudrait mettre chaque fois le même incrément. Donc par exemple 15. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste. Hein. 15, 45. Non, 45 c'est trop. 30. 30 c'est trop peu. On va mettre 40. 40. Donc j'ai mis 25. Entre 15 et 40, il y a 25 de différence. Donc là, je vais mettre 65. Puisque 40 plus 25, c'est 65. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez positionner à l'œil. Hein. Voilà. Bon, ce serait bien d'enregistrer. Alors, ça fonctionne pas? Donc, il n'y a qu'une seule ligne d'entrée. Je vais mettre le curseur à la fin ici et retour chariot pour faire une fin de paragraphe. Et là, je vais taper tabulation et ça va être un autre type de fleur. Tabulation. Voilà. OK. Voilà. Et ce sont des roses très chères. C'est un nombre d'euros à 3 chiffres. Voilà. La première ligne, je vais sélectionner tout, y compris la balise, et dans la palette caractères, je vais le mettre en bold. Voilà. La taille pourrait être modifiée aussi. Je
pourrais même mettre par la palette paragraphe un filet en dessous. Menu de la palette paragraphe. Et en dessous de ce paragraphe-là que j'ai sélectionné, filet de paragraphe, filet en dessous. C'est pas obligatoire. Et on gère le décalage pour régler la distance du filet par rapport au caractère. Ok. Et donc voilà ce que ça donne. Donc pour que la première colonne soit centrée, j'ai mis des signes tabulation devant. Et donc, quand le bloc est sélectionné petit aimant, voilà, on voit que j'ai le premier signe de tabulation sur la règle là qui me permet de positionner. Bon. Ah, ça a l'air un peu trop aligné sur la virgule, ça ne l'est pas, mais un peu trop. Donc je vais augmenter le prix des roses. De toute façon, c'est pour Elon Musk, il a de quoi payer. Voilà, 1250. Et là, on voit clairement que les virgules ne sont pas alignées. Pourquoi les virgules ne sont pas alignées? Parce qu'on n'a pas, elles ne sont pas alignées parce qu'on n'a pas encore demandé la tabulation spéciale d'alignement sur la décimale. Bon, ben on va faire ça. Je vais sélectionner les deux lignes d'entrée et elles vont être alignées sur... Là, je vais mettre... Pour l'instant, c'est ça. Oui, pour l'instant, c'est ça. On va l'aligner sur cette tabulation de type particulier. Donc, qu'est-ce que ça disait l'infobule? Aligné sur la tabulation décimale. Voilà. Et là, ça marche. Les virgules sont alignées. Sur le dernier. Le dernier, c'est en sélectionnant les lignes d'entrée. La dernière tabulation, je l'ai sélectionnée. Elle était de type normal, mais maintenant, c'est une tabulation basée sur la décimale. Voilà, voilà. Donc, vous avez votre bloc avec les tabulations. J'ai réduit juste la hauteur du bloc, là, parce que je vais faire des choses en dessous. Et je vais dupliquer le bloc, là, tout en dessous, pour plus tard. Mais on va travailler sur celui du dessus. Donc je l'ai déplacé avec la touche Alt pour le garder là en dessous, mais on va travailler sur celui du dessus. Dans le menu tableau, parce que c'est ce qu'on va commencer à voir, les tableaux, vous avez l'option créer un tableau, mais ça va vous faire un tableau vide. Moi, je veux démarrer de ce qui existe là, et donc je vais sélectionner avec l'outil texte tout le contenu du bloc. Et là, quand je vais dans le menu tableau, il me propose de convertir le texte en tableau. Eh bien, vous allez faire ça. Convertir le texte en tableau. Et là, vous avez une boîte qui apparaît. Quel est le séparateur de colonnes? Ça pourrait être une virgule, un signe de paragraphe ou tabulation, mais actuellement les colonnes, c'est les tabulations qui déterminent les colonnes. Donc c'est bon, tabulation. Séparateur de ligne, qu'est-ce qui indique qu'on passe à la ligne suivante du tableau? Ben, ce sera une balise de fin de paragraphe, c'est bon. On a déjà des possibilités
dans le document éventuellement qu'il y ait des enregistrements de descriptions de tableaux, des styles de tableaux qu'on aurait fait, mais il n'y en a pas ici, donc on va prendre tableau simple. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez un tableau. Enregistrez ça sous le nom tableau 01. Bien, alors, si vous survolez le tableau avec l'outil texte, vous arrivez à sélectionner la colonne là. Donc c'est comme dans les tableaux dans d'autres logiciels, on arrive à sélectionner les colonnes ou les lignes avec l'outil texte. Donc, quand vous avez sélectionné la colonne avec l'outil texte, vous faites un clic droit et vous demandez supprimer colonne dans ce cas-ci. Voilà, comme ça la première colonne qui ne servait pas n'y est plus. Si jamais vous faites une sélection sur une ligne supprimée, il vous propose de supprimer la ligne cette fois-ci, mais on ne va pas le faire. Si vous positionnez le pointeur sur le coin, vous sélectionnez tout en fait. Donc toujours avec l'outil texte, comme ça, la diagonale, toutes les cellules sont sélectionnées. Et dans la barre contrôle, là, on va peut-être demander que ce soit centré, donc c'est le raccourci de la palette paragraphe, centré. Et centré en hauteur aussi, mais pour l'instant, non, on ne va pas le faire. On va juste faire centrer en horizontal. Et on va aller modifier la taille des cellules, la hauteur des cellules. Donc, vous avez ici la hauteur des cellules. On va demander égal à, et on va indiquer une valeur en millimètres. Par exemple, si je tape 15 mm, touche tabulation sur le clavier, voilà, elles ont 15 mm, mais le tableau n'arrive pas à se montrer. Il va falloir que je prenne la flèche noire et que j'agrandisse le bloc par le bas. Voilà. J'ai pas vu la taille, pardon. Donc, avec l'outil texte sélectionné, et j'ai demandé égal à 15 mm. C'est peut-être un peu trop, je vais faire 8 mm. Touche tabulation sur le clavier, et voilà, c'est 8 mm. Moi, j'ai pas ça en haut. Voilà, donc chez toi, on ne voyait pas toute la barre contrôle parce que visiblement, il n'y avait pas assez de points affichés sur l'écran. Donc je suis allé dans les réglages système et à moniteur, j'ai cliqué pour avoir plus d'espace. Bon, voilà, c'est pas génial. C'est raison pour laquelle moi j'ai installé un petit module supplémentaire qui s'appelle Display Menu et qui permet de récupérer sur les Mac un réglage à l'ancienne avec les résolutions qui s'affichent. Vous savez, chez Apple, ils essayent de simplifier les choses pour que tout le monde soit à l'aise, mais finalement ils enlèvent des fonctionnalités. Mais malgré tout, on s'en est sorti. Je suis allé donc dans le menu pomme, réglage système, moniteur, et j'ai cliqué sur les petites icônes qui permettaient, et que je n'arrive pas à voir ici parce que, voilà, mais qui permettaient de modifier, de faire en sorte que l'écran ait plus de points, et donc on a vu un peu plus de la barre contrôle, mais malgré tout, ces parties-ci, tu ne les as pas. Elles sont encore invisibles. À mon avis, on ne va pas les utiliser, donc ça va aller. C'est habituel comme problème avec la barre contrôle. Quand il y a beaucoup à montrer,
ça peut pas montrer tout. Bon, ben la barre contrôle, elle ne fait de façon que montrer des choses qui existent ailleurs. Donc, si je vais dans menu fenêtre, propriétés, j'ai toutes les propriétés de ce qui est actuellement sélectionné, les cellules. Donc, voilà. Le centrage, etc. Et en plus, il y a les 3 petits points qui permettent d'afficher des choses en plus à chaque fois. Donc c'est quand même On les trouve les propriétés? menu fenêtre propriété. Voilà. Donc là, à coup sûr, on a tout. La partie qui était manquante chez toi est la marge de cellules. Voilà, par sécurité, je vais enregistrer de temps en temps sous un nom différent le fichier. Et la largeur des colonnes, c'est ici. Donc je vais indiquer par exemple 40 mm, touche tabulation, et voilà, elles ont toutes la même largeur. Oui, alors l'option pour la hauteur supérieure ou égale à, ça veut dire que vous indiquez la valeur minimale, mais si il y a trop d'informations dans la cellule, la hauteur de la cellule va augmenter automatiquement. Tandis que égal à, s'il y a trop d'informations dans la cellule, vous aurez un petit point rouge en bas à droite de la cellule qui vous dira qu'il y a du texte en excès. Donc ce ne sera pas une croix rouge comme sur le texte habituel dans InDesign, ce sera un petit point rouge. À vous de voir ce que vous voulez faire. Et des cellules auto-redimensionnables ou pas, c'est vous qui voyez. Bon, maintenant on a la possibilité, on va voir ce que ça donne si maintenant on demande le centrage vertical du contenu des cellules, avec l'icône ici, évidemment. Voilà. Donc, l'entête, on va la sélectionner avec l'outil texte uniquement L, et on va changer son aspect. Donc, vous avez ici les réglages. Donc, pour le fond, voilà, je vais mettre une couleur bien foncée, du bleu foncé. Où est-ce qu'il est? Voilà, bleu foncé. Au passage, vous remarquez que du bleu en imprimerie, ça se fait avec une superposition de cyan et de magenta. Voilà, si je clique à côté, voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, le texte noir sur fond bleu foncé, c'est pas terrible. Donc je vais resélectionner et changer la couleur du texte. Donc, indiquer que je travaille sur la couleur du texte dans le bas de la palette des outils et par le nuancier, aller indiquer que ça va être la couleur du papier par exemple. Voilà. Si je clique à côté, voilà ce que ça donne. Donc il est possible de faire des styles de paragraphes et de caractères qui seront utilisés dans le tableau, mais on ne va pas pousser le bouchon jusque-là maintenant, c'est juste une première petite découverte des tableaux. Alors juste pour vous montrer, ici je vais sélectionner le texte et demander un rechercher remplacer. Vous n'êtes pas obligé de le faire ceci, je vais juste remplacer les tabulations par des virgule, donc il faut que je tape virgule ici simplement. Tout remplacer, voilà. Terminé. Et donc ça c'est le genre de choses que vous récupérez parfois. C'est ce qu'on appelle du CSV, des données séparées par des virgules. Et donc le principe est le même.
Je vais le faire ici sur une copie. Je sélectionne les données. Et tableau, convertir le texte en tableau. Ici, il va juste falloir que j'indique virgule. Ça va pas bugger si vous avez des virgules dans les prix. Ah oui, s'il y a des virgules dans les prix, ça va être un problème, en effet. Bien vu. J'aurais dû... Ça va bugger. Ça va bugger. Ouais, ça bug. En effet, et en fait, c'est ce que d'office Excel sur Windows vous fait quand vous lui demandez des CSV, il vous met des points-virgules. Voilà. On va voir si ça marche comme ça. Sauf que quand je demande la conversion du texte en tableau, il n'y a pas point-virgule. Eh oui. Donc, ça foire aussi. Oui, mettre des points à la place des virgules dans les prix, ce serait une solution. Mais là, c'est la méthode américaine pour montrer c'est la méthode américaine. Tableau, convertir le texte en tableau, virgule, OK. Et là, ça marche. Donc, à tout moment, quand on sélectionne le tableau avec l'outil texte, qu'on sélectionne toutes les cellules, on peut demander de reconvertir en texte. Pour une raison ou pour une autre, on peut demander de reconvertir en texte. Voilà. Voilà. Donc, ça peut être un aller-retour. Donc, en effet, on peut récupérer des données CSV de Excel. Donc, des données CSV de Excel, hein, c'est une exportation en comma separated values, donc valeurs séparées par des virgules. Mais ce seront des points-virgules. Alors, ceux qui connaissent Excel, parce que moi je ne connais pas Excel extrêmement bien, mais je sais que si on veut modifier la manière dont Windows exporte les CSV, ça ne se fait pas au niveau d'Excel, mais ça se fait au niveau de Windows. Quel est le signe qui sert de séparateur? Excel étant intégré à Windows assez bien, je sais qu'il y a une astuce à ce niveau-là. Si on cherche dans Excel quelles sont les valeurs séparatrices, c'est pas nécessairement dans Excel que ça va se passer. Et alors aussi, comme tu le disais, dans InDesign, au lieu d'importer en tant que texte les valeurs et de faire la conversion comme on a fait ici, on peut lier le tableau Excel, c'est ça que tu disais, au tableau InDesign. Tout comme on peut aussi, quand on a un document Word, au lieu de le copier-coller, on peut l'importer. Et donc, si on modifie le tableau Excel ou si on modifie le document Word, les valeurs se mettent à jour dans InDesign. C'est un lien. Et ça, pour arriver à faire ça, c'est du InDesign avancé. On ne va pas le faire ici, mais c'est dans les préférences gestion des fichiers. Il faut avoir demandé que ça se passe comme ça. Il faut avoir coché ceci, qui n'est pas coché d'office, créer des liens avec les fichiers de texte et de feuilles de calcul importés. À vous de voir si c'est intéressant ou pas de travailler comme ça. Alors l'idée, c'est d'utiliser bien sûr InDesign pour faire des tableaux qui sont agréables à regarder. Au niveau du design, on peut aller très loin dans le design des tableaux. Pour les magazines, pour des livres, ça peut être mieux que des bêtes tableaux Excel. Maintenant, il y a aussi la possibilité dans Excel de demander d'imprimer en PDF le tableau.
Et puis vous l'importez en tant qu'image et vous avez un bête tableau Excel qui est vectoriel, c'est pas pixelisé, c'est bien net, c'est vectoriel, et vous l'importez en tant qu'image. Donc c'est aussi une possibilité. Quand on est pressé et qu'on doit mettre en page des tableaux, on peut générer un PDF au départ d'Excel et importer le PDF. Voilà. Donc, quand vous sélectionnez le tableau, vous allez pouvoir aller dans le menu tableau, insérer lignes pour insérer des lignes supplémentaires. Évidemment. Insérer ligne au-dessous et le nombre. Moi, je vais dire que j'en insère 15 par exemple. OK. Elles sont là. Mais il faut que j'agrandisse, et je vais mettre sur le côté ces deux choses-là, il faut que j'agrandisse le bloc de manière à voir les lignes. Voilà. Oui, puisqu'un tableau, c'est du texte, il est dans un bloc texte, et voilà. Dans les propriétés, moi j'ai un tableau. Ah, dimension du tableau. Et alors il y a des. Dans les propriétés. Oui, oui, oui. Oui, 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 ça peut se faire par le mot... oui, oui, il y a 3 manières de le faire. Barre contrôle, panneau propriétés, menu tableau, et même encore une 4e manière, les clics droits, menu contextuel. Par contre, il y a une petite. Donc, le bloc qui contient le tableau, je peux lui donner éventuellement une couleur de fond. C'est ce que je vais faire ici. Donc par le panneau nuancier, je vais lui donner une couleur de fond. Voilà. Si je veux que les cellules soient pas transparentes, il va falloir que je les sélectionne avec l'outil texte et que j'aille leur dire que leur remplissage c'est du blanc par exemple. Voilà. Dans le bloc texte, je peux centrer avec la palette paragraphe en horizontal. Il est centré en horizontal. Et je peux, bien sûr, par les options de bloc de texte, centrer en vertical. Voilà. Donc tout ça est logique. Bloc texte, couleur. Les cellules étaient transparentes, j'aurais mis une couleur blanche. J'ai centré en vertical, en horizontal, comme on connaît jusqu'à présent. Alors là, on va aller créer une seconde page dans le document, même plus que 2 pages, plus qu'une page. On va en créer au minimum 2 parce qu'on a un document double page. Donc vous allez dans la palette pages, insérer des pages. On va carrément en insérer 15, ce sera bien. 15 pages après la page 1. OK. On va créer un bloc texte sur la page 2 et on va chaîner. En cliquant avec la flèche noire sur le bloc 1, je clique sur la case de sortie ici, la petite porte de sortie, je clique sans bouger la souris, important, clique sans bouger la souris, on voit qu'il y a une petite flèche qui indique que ça va sortir, et puis je survole l'autre bloc de la page 2, et c'est chaîné. Pour voir le chaînage, c'est affichage extra, afficher le chaînage du texte. Voilà, on voit que ça coule d'un bloc à l'autre. Et donc ça peut être intéressant si vous avez des tableaux qui sont tellement grands qu'ils vont s'étendre sur plusieurs pages. Ce qu'on est en train de faire là va être intéressant dans ce cas-là. Donc quand vous avez demandé affichage extra, afficher le chaînage de texte, le chaînage ne se voit que lorsque un des blocs chaînés est sélectionné. Sinon, on ne le voit pas quand on a cliqué à côté. Alors on va faire en sorte que le tableau déborde sur la page 2. Soit j'ajoute des lignes, soit je réduis la hauteur du bloc, là, dans la page 1. Je vais réduire la hauteur du bloc, voilà. Et donc, la suite du tableau apparaît sur la page 2.
logique. Donc, bonne question. Pourquoi est-ce que le bloc de la page 2 n'a pas le fond vert? Ben parce qu'on ne lui a pas donné. Mais une manière facile de le faire, ce serait de sélectionner le bloc ici, de la page 1, et d'en faire un style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Et là, on voit que j'ai démarré d'un bloc de texte standard mais modifié. Je clique sur le petit signe plus, ou je demande simplement dans le menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Comme pour les paragraphes, je vais faire en sorte que l'objet qui est en train de créer le style utilise le style qu'il va créer. Donc c'est appliquer le style à la sélection. OK. Et donc, quand je sélectionne le bloc maintenant sur la page 2, le bloc texte avec la flèche noire, je peux lui appliquer le style d'objet que je viens de créer. Et voilà. Le centrage se fait en plus. Centrage dans les deux sens. Donc, je répète, en allant en arrière. Avec la flèche noire, je sélectionne le bloc sur la première page. Dans le menu de la palette style d'objet, donc fenêtre, style, style d'objet, c'est pour la palette. Et ensuite, dans le menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. OK. Ah oui, avec appliquer le style à la sélection, c'est pas plus mal. Ceci dit, si j'oublie de le cocher, une fois que j'ai cliqué OK, il suffit que manuellement, j'applique le style qui vient d'être créé là, à l'objet qui a servi à le créer. J'en suis à appliquer le style à sélection. Et là, on sélectionne le bloc avec la flèche noire, le bloc de la page 2, et on lui applique le style d'objet. Voilà. Et le fond est vert, et le tableau est centré dedans. Et ce qui est intéressant avec les styles d'objets, c'est qu'on peut modifier plein de blocs dans tout le document d'un coup. Donc si je clique à côté de tout, et que je double-clique sur la droite ici du mot style d'objet, donc il n'y a aucun bloc sélectionné. Je double-clique là, où je fais clic droit, modifier style d'objet. Quand je vais modifier notamment la couleur de fond, avec la case aperçu cochée, on va voir que ça modifie partout, dans tout le document. Si je veux mettre un contour sur le bloc, ça va être possible. Contour qui va être bleu, épaisseur du contour, type de contour. On voit le contour bleu là qui commence à se mettre sur tous les blocs qui utilisent le style d'objet. Donc très intéressant, et c'est aussi valable pour les blocs qui contiennent des images. On pourra faire ce genre de choses dans les documents. Les blocs qui contiennent des images, on pourra modifier leur bord. 50 blocs, 150 blocs d'un coup dans tout un document, si j'utilise un style d'objet. On télécommande. Donc le but du style d'objet ici, c'était pas seulement de prendre les caractéristiques ici et de les appliquer sur celui-là, mais on voit qu'on pourrait modifier tout un document par le style d'objet. Tu peux remontrer juste le style d'objet, comment tu as... Hein? Comment avoir les intitulés de colonnes? Les intitulés, la ligne d'en-tête, comment faire pour qu'elle soit reportée automatiquement sur toutes les pages? Parce que des données ici, sans savoir au-dessus à quoi ça correspond, c'est foireux. Et donc, vous sélectionnez le tableau avec l'outil texte. Est-ce qu'il y a besoin de le sélectionner d'ailleurs? En principe, oui, quand même. On va le sélectionner avec l'outil texte. Parce que des tableaux dans un bloc texte, on pourrait même en avoir plusieurs. Hein. Mais donc, voilà. On fait un clic droit. Option de tableau. Vous avez la même chose dans le menu tableau au-dessus. Option de tableau. Et vous avez en-tête et pied de tableau. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'en-tête. On ne va pas faire de pied. Et là, vous indiquez que vous voulez une ligne d'en-tête. Et en principe, la première ligne est une ligne d'en-tête. OK.
Ce qui veut dire que sur l'autre page, c'est reporté. Ah oui, mais le texte n'a pas été reporté. Voilà, le texte n'a pas été reporté malheureusement. C'est ça le problème. Je vais annuler, je vais voir si je peux convertir ceci en ligne d'entête plutôt que d'ajouter une ligne d'entête. Comment est-ce que je ferais pour convertir ça en ligne d'entête? Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça qu'il fallait faire. Parce qu'on avait déjà manuellement fait la ligne d'entête. Donc annuler. Et il faut sélectionner uniquement la ligne qui est là. Ah, il le remet automatiquement par contre. Et là, vous dites convertir en ligne d'entête. Ben oui, parce qu'elle est déjà faite. Et donc là, maintenant, ça va fonctionner. Ouais. C'est reporté sans problème, c'est là. Oui, la première chose que je vous ai montré, déterminer qu'il y a une ligne d'entête, c'est quand on n'a pas déjà fait visuellement une ligne d'entête. Mais là, elle était déjà faite visuellement, donc j'ai dû convertir la ligne en ligne d'entête. Ok. À propos de conversion. À propos de conversion, si je veux que ce document finalement soit uniquement recto et pas recto verso, je vous montre. Menu, fichier, format de document. C'est juste parce que ça m'ennuie qu'il y ait une page à droite là et donc je me dis, je vais faire uniquement du recto. Donc fichier, format de document. Et c'est moins simple que vous ne pensez, donc regardez, open your eyes, ouvre tes ouilles. Format de document, je décoche page en vis-à-vis. Ok. Et là, je n'ai plus que du recto. Sauf que, comme j'avais démarré d'un document double page, mon gabarit ici, il est resté double page. Et donc, l'astuce pour convertir le gabarit double page en simple page, c'est de faire clic, majuscule clic, d'aller dans le menu de la palette page, jusque option de gabarit, et de dire qu'il n'a qu'une seule page. Ok, et c'est un gabarit simple page. Ça pourra vous aider éventuellement à un certain moment, ça. Vous pouvez rester avec votre document double page pour la suite, hein, ça ne change rien du tout au chaînage de texte et au tableau, ça ne change rien. Bon, on va quand même mettre des lignes en alternance pour aider à la lisibilité. Avec l'outil texte, vous sélectionnez le tableau. Donc tout est sélectionné. Vous voyez que sur la page 2, il se sélectionne aussi. Et alors, on va demander tableau, option de tableau, fond en alternance. Donc là, dans les options de tableau, on est à la partie fond. Oui, vous voyez que vous avez aussi pour les en-têtes, etc. Donc tout est là en fait. Hein. Tout ce qui concerne le tableau, mais on est arrivé dans la partie fond. Et alors, motif en alternance, une ligne sur deux, c'est bien. En général, c'est ce qu'on fait. Première rangée, ah, ce serait peut-être bien de cocher la case aperçue pour voir quand même que ça bouge derrière. Première rangée, la couleur, ça va être du couleur papier. Ok. Rangée suivante, la couleur, ça va être du noir. Ok, on le voit là, mais évidemment, je vais faire du noir teinté. Je vais mettre par exemple 10%, touche tabulation. Et voilà. Ok, quand je clique à côté, on voit que ça marche. On a des lignes en alternance. Pour aider à la lisibilité du tableau, ce serait quand même mieux donc ça guide l'œil, évidemment, pour des tableaux complexes. Vous connaissez l'astuce. Pour améliorer un peu le tableau, éventuellement,
je le sélectionne entièrement et je vais dans la palette contour pour retrouver ce qu'il y a ici, mais en plus grand. Donc, menu fenêtre, contour. Et là, je décide de ce que je vais modifier. Les croisements et les bords, ou uniquement les croisements, ou uniquement les bords. Et je vais modifier l'épaisseur ici, et on voit que l'épaisseur se modifie, mais pas sur les bords, parce que j'ai pas ici sélectionné les bords des cellules que j'avais sélectionnées au préalable. Donc ça concerne toutes les cellules que j'ai sélectionnées au préalable. Là, j'ai sélectionné tout, vous avez vu, avec l'outil texte, je suis allé en haut à gauche, sélectionner tout le tableau, mais je modifie seulement l'épaisseur des cellules internes. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être quand même aller voir quelle couleur j'ai utilisé comme fond de bloc. C'est du jaune 23%. Tiens, qu'est-ce qui se passerait si je sélectionnais toutes les cellules du tableau? Couleur du contour ici, en avant-plan. Et je vais aller par le nuancier, et en principe ça va le faire. Voilà. 23, c'était ça qui était mis. Oui, 23, voilà. Ok, sélection du tableau. Contour. Je vais dire que je travaille sur les extérieurs, là. Des cellules sélectionnées. Et je vais mettre 0. Et donc, en principe, l'extérieur du tableau n'a plus de contour. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, je récapépète. Avec l'outil texte, j'ai sélectionné le tableau. Dans la palette contour, j'ai indiqué que je travaille sur les extérieurs des cellules, là, de ce qui est sélectionné, pas l'intérieur. Et j'ai mis 0 point d'épaisseur. Et j'obtiens finalement un tableau plus sympa au niveau de son affichage. Le jaune pâle n'est pas ce qui contraste le mieux, mais enfin voilà. Et donc ça c'est la force de InDesign évidemment par rapport à Excel, c'est que vous allez pouvoir faire comme ça des looks de tableaux intéressants. Alors il y en a qui font des tableaux encore plus intéressants d'un point de vue visuel dans InDesign, mais ce sont des faux tableaux, ce sont juste des blocs. Vous verrez, il y a des templates de tableaux à télécharger, je vous en ai mis sur le serveur. Des templates à télécharger chez Adobe ou ailleurs, et souvent c'est des faux tableaux, ce sont juste des blocs les uns à côté des autres avec les données qu'on met manuellement par copier-coller ou d'autres méthodes. Et donc voilà, si on veut vraiment des tableaux très graphiques, à un certain moment il ne faut plus passer par le système de tableaux de InDesign, il faut faire des blocs les uns à côté des autres. Vous verrez, je vous montrerai. Alors on va sélectionner les cellules du premier tableau. Oui, si ça ne sélectionne pas sur la page d'après, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Et donc au départ de ce qui se trouve là-dedans, on va aller faire un style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Donc, menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. D'après aucun. Bon, je vais l'appeler données dans le tableau 1, par exemple. Oui, parce qu'il est prévu qu'on en fasse quand même encore 14.
Ah, c'est une blague. Votre fille ira chez le dentiste. Voilà. Donc, si je clique maintenant dans n'importe laquelle des cellules, on voit que c'est le style donné dans le tableau 1. Tiens, celui-là, c'est modifié. Qu'est-ce qu'il y a qui est modifié là? Alt-clic. Il y avait une histoire sur les ligatures, mais bon. Voilà. Donc ça doit fonctionner. Vous avez un style de paragraphe pour les données. Si on clique à côté du tableau, on va pouvoir, en n'ayant rien qui est sélectionné, double-cliquer à droite du nom du tableau ou faire clic droit modifier et aller avec la case aperçu cochée, par exemple, modifier le format de caractère de base. Si je fais passer en semi-bold, ça se voit, c'est du semi-bold. Ça c'est un peu épaissi. Si je modifie l'approche pour augmenter la lisibilité, ça se voit. Donc ça fonctionne, le style de paragraphe fonctionne. Bon, le style de paragraphe pour la première ligne d'en-tête, on pourrait le faire aussi, mais on va pas le faire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une variante du style. Vous allez cliquer à l'endroit où il y a les chiffres, le premier par exemple. Et vous allez faire un nouveau style de paragraphe au départ de ça. Nouveau style de paragraphe. Et ce sera d'après le style qu'on vient de faire juste avant, il y a 1 minute. Donc, ça va être donné dans le tableau et aligné sur la virgule dans ce cas-ci. Vous pouvez faire plus court si vous voulez. Donc c'est une variante. Donc ce premier paragraphe, entre guillemets, utilise le style donné dans le tableau aligné sur la virgule. L'autre là ne l'utilise pas encore, mais on peut lui attribuer. On peut d'ailleurs aussi faire une sélection sur toutes les cellules là et attribuer déjà avant qu'il y ait des données dedans. Ça utilisera données dans le tableau aligné sur la virgule. Alors, il met un petit signe plus. Ok, Alt-clic, mais ça devrait fonctionner. Alors, en n'ayant rien sélectionné, on peut cliquer à côté. On va aller télécommander le style donné dans le tableau aligné sur la virgule. Donc avec la flèche noire, j'ai cliqué à côté de tout et je vais donc aller modifier le style ici. Au niveau du retrait et espacement, on va faire un alignement à gauche. Alignement aligné à gauche. Voilà. On voit que ça s'aligne à gauche. Vous avez la case aperçu cochée en bas à droite. On voit que ça s'aligne à gauche. Je vais juste corriger dans le nom. Ici une petite erreur. Voilà, ce sera bien. Aligné à gauche dans retrait et espacement. Ensuite, dans tabulation, vous retrouvez vos signes de tabulation que vous avez mis tout à l'heure. On va les prendre et les sortir de là. On les supprime donc. On appuie, on bouge. Ah oui, j'aurais pu cliquer sur tout effacer. C'est la même chose. Ça, c'est la limite de la tabulation. Ça peut être intéressant. Vous l'aviez vu tout à l'heure, quand cette règle apparaissait au-dessus du bloc. Mais bon,
Et alors, ce qu'il nous faut ici maintenant que vous avez tout effacé, c'est insérer une nouvelle tabulation, mais ça va être une tabulation d'alignement sur la virgule. Et puis vous la bougez, d'où l'importance d'avoir la case aperçu cochée, parce que derrière, vous voyez que ça bouge en temps réel. Voilà, vous la positionnez. Et ça fonctionne, c'est aligné sur la virgule. Donc c'est le seul moyen d'arriver à aligner sur la virgule dans un tableau, c'est de passer par un style de paragraphe. Donc si je répète, la différence entre le style donné dans le tableau et donné dans le tableau aligné sur la virgule, c'est premièrement dans retrait espacement on est passé en aligné à gauche, et deuxièmement dans tabulation on a effacé toutes les tabulations et on en a mis une qui est une tabulation d'alignement sur la virgule, et avec la case aperçue on l'a bougée de manière à positionner dans la case, dans la cellule. Ok. Donc si ça ne fonctionne pas, prenez l'outil texte, cliquez dans la cellule et vérifiez bien que ça utilise la variante, l'enfant de l'autre style. C'est bien ça qui s'enclenche, qui est en surbrillance quand vous mettez le curseur. C'était ça le problème. Ok. Pourquoi le 58 va avec alors qu'il est pas sélectionné? Et donc là, normalement, si je clique dans la cellule suivante et que je tape un chiffre, c'est aligné. S'il n'y a pas de chiffre après la virgule, ça marche, ça s'aligne quand même. Comme s'il y avait une virgule. Mais c'est foireux visuellement, donc dans ce cas-là, je vais quand même ajouter virgule 00 pour qu'il y ait partout des chiffres après la virgule. Ah oui, et puis les euros. Voilà. Ok. Parfait. Et donc logiquement, quand on n'a rien sélectionné et qu'on va modifier le style parent, ça devrait influencer le style enfant, sauf bien sûr les deux choses qu'on a réglées, retrait à gauche, qui ne se voit pas en fait, hein, le retrait à gauche, mais c'était nécessaire pour que l'alignement sur la virgule fonctionne, et la tabulation d'alignement sur la virgule. Donc si je double-clique sur données dans le tableau, on a ici possibilité d'agrandir notamment les caractères dans format de caractère de base, voilà. Changer la police. Helvetica. Voilà. Etc. C'est ça, quand on règle l'alternance. Avec l'outil texte, on sélectionne le tableau. Y a-t-il une possibilité, quand on va dans tableau, option de tableau, fond en alternance, quand on va modifier là, on voit que ça change, mais on ne voit pas réellement le résultat parce que c'est en négatif. Dans les préférences? Je ne pense pas. Il y a peut-être plusieurs solutions, mais en voilà une. Fenêtre, disposition, fractionner la fenêtre. Et d'un côté, vous mettez votre tableau, la même page. De l'autre côté, vous l'avez sélectionné. Donc, objet, option tableau, fond en alternance. Et là, quand on modifie, on le voit bien sur la fenêtre de droite, où bizarrement le tableau n'est pas sélectionné, quoi. Voilà, ça répond à la question.
Donc ça, c'est pratique. Tiens, je vais mettre la même couleur pour chaque ligne, mais une des deux qui sera plus fade. Ça peut être bien aussi. Il faut quand même marquer la différence. Voilà, on va dire comme ça. 15% d'un côté pour le cyan, 30% de l'autre. Dans les options de tableau fond. Et voilà, ok. Donc ça répond à la question. C'est vrai que choisir les couleurs sans vraiment voir, c'est pas terrible. Quand le tableau est sélectionné, vous avez fenêtre, style de tableau. Vous pouvez stocker le style de tableau pour l'appliquer ailleurs. Donc fenêtre, style de tableau. Vous avez la possibilité de créer un style pour pouvoir l'appliquer tout de suite à un autre jeu de données en CSV. Et ça prendra l'aspect du tableau qu'on a ici. Vous avez aussi les styles de cellules. Ça parle par soi-même. Hein. C'est pour faire un style pour une cellule. Quoi d'autre? Tous les styles sont là. Alors, concernant les tableaux... j'ai ici des exemples de tableaux à vendre sur le web. Eh oui, il y a des plages, des montagnes, etc. Non, je rigole. C'est des tableaux InDesign. Donc, vous avez les prix, là, c'est sur stockindesign.com, mais il y en a plein qui vendent ça. Je connais même pas ce site, en fait, j'ai pas utilisé, mais vous voyez que ça vend des tableaux. Ok, ça c'est une première chose. Et sur Adobe Stock, voilà, quand on est sur Adobe Stock, ça ressemble à ça. Il y a des tableaux, j'ai ici écrit en anglais, table. Il y a des tableaux à télécharger, de ce genre-là, très sympa. Sauf que ce n'est pas des vrais tableaux. Je vous montre, et si vous voulez, vous pouvez même l'ouvrir. Vous l'avez dans le dossier tableau, dans document de démarrage vendredi tableau, vous avez Adobe Stock ici, INDT, c'est un template. Ça veut dire que quand on l'ouvre, il s'ouvre en tant que INDD. Le document template n'est jamais modifiable. Ça, c'est le genre de choses que vous obtenez, les templates, on n'en a pas parlé, mais c'est comme dans Illustrator, quand on a fait quelque chose et qu'on enregistre sous, vous avez ici possibilité d'enregistrer en tant que modèle InDesign, c'est INDT, et donc quand on l'ouvrira par la suite, il sera impossible de modifier le INDT, c'est une copie du document qui s'ouvre. Voilà pourquoi c'était INDT ici, une extension que vous n'aviez pas encore vue. Mais peu importe... Vous avez le tableau, vous avez réussi à le trouver? Bon, voilà, donc le tableau, comme vous voyez, c'est pas un vrai tableau, ce sont des blocs, voilà, des blocs séparés à remplir. Tout est séparé, c'est un faux tableau, quoi. Mais, pour quelque chose de très simple, pourquoi pas, ça peut le faire. C'est facile à faire soi-même aussi. Il serait même possible au départ d'un vrai tableau de faire ça. Et donc c'est parfois un peu décevant, quoi. Vous téléchargez un tableau, mais en fait c'est pas un tableau.